Parti. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast et cette nouvelle vidéo du magazine Programmé. Donc on va parler un petit peu de mainframe COBOL avec Pascal. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez à la société HN Service. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques secondes et présenter l'activité de la société ? Oui, bien sûr. Alors, je suis Pascal Cérizeau, le directeur de la formation du groupe HN, qui est devenu HN Service récemment. Notre activité, c'est une ESN, donc prestation de services divers en ingénierie et en informatique. Voilà, nous sommes 1400 dans le monde et nous sommes un peu centrés en Europe et dans différentes filiales en France. En Europe, nous sommes en Roumanie, au Portugal, en Espagne. Et en France, dans les régions, dans les grandes régions du Sud, du Nord et de l'Ouest. D'accord. Est-ce que le mainframe COBOL a toujours été votre activité historique ou est-ce qu'elle est venue, en fait, on va dire un petit peu après coup ? Non, le COBOL a été vraiment notre point de départ, puisque les fondateurs de l'entreprise venaient eux-mêmes du milieu mainframe et du milieu COBOL. Donc nos premiers clients étaient les grandes banques, les grandes assurances qui sont toujours avec nous aujourd'hui. Et c'était vraiment jusque dans les années 85-90 l'unique marché, notre unique marché de prestations. D'accord. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de patrimoine un petit peu historique d'une entreprise, bon, on pense évidemment au mainframe et au COBOL. Comment aujourd'hui vous voyez un petit peu ce marché-là ? Voilà, est-ce qu'il est stagnant ? Est-ce qu'il baisse régulièrement ? Et la question que je vais sous-entendre tout de suite, c'est par rapport aux utilisateurs historiques en fait, du mainframe, donc on va penser aux banques, on va penser aux assurances, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez une sorte de rééquilibrage entre les technologies, architecture plus modernes et ce legacy pur et dur ? C'est vrai que le marché, il a tendance à évoluer, mais il fut effectivement un temps où c'était notre unique marché, le COBOL, par le biais du mainframe. Mais il s'est ensuite diversifié avec des technologies client-serveur pour être aujourd'hui très dynamique sur des profils plutôt full stack, tout ce qu'on appelle donc dans les technologies Java ou .NET. Et il est clair que l'activité de développement sur mainframe s'est réduite. Elle s'équilibre avec les autres technos aujourd'hui. Et le challenge consiste aujourd'hui à pouvoir continuer à maintenir le parc applicatif mainframe existant et le faire évoluer tout en complétant avec les nouvelles technos. D'accord. Et est-ce qu'on voit une accélération de ce mouvement ou est-ce que c'est un mouvement au final un petit peu lent ? Une accélération, je dirais pas une accélération, je dirais au contraire que ça a plutôt tendance à s'équilibrer. On voit clairement que les missions sur le mainframe ont un peu changé. Elles se sont plus tournées vers la maintenance, vers le support applicatif, et on voit moins de gros projets de développement, à contrario avec les autres technologies qui ont tendance à être très portées vers le développement de nouvelles applications, de nouvelles applis pour smartphones, tout ce pourquoi elles sont destinées. Je pense pas qu'il y ait une tendance forte à la hausse sur les nouvelles technos et une régression. Je dirais plutôt qu'il y a une espèce de mutation et d'équilibrage. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, donc aujourd'hui, en fait, vous avez une activité de formation aujourd'hui sur toute cette partie-là en COBOL mainframe. Pourquoi m'avoir mis en place ces formations ? Est-ce que pour vous, c'est vrai ? Alors, est-ce que c'est une demande interne ? Est-ce que c'est une demande de vos clients ?
Est-ce que c'est un petit peu des deux? Et derrière, est-ce que pour vous, c'est aussi un moyen d'accroître les profils et les compétences autour du COBOL? Alors, ça fait bien longtemps qu'on a mis en place notre centre de formation, je dirais à la fin des années 80. Pour une bonne raison, c'est que c'était pour nous une pépinière qui nous permettait de faire croître l'entreprise déjà dans la compétence mainframe, et pour pouvoir alimenter nos clients qui dans ce marché de l'accompagnement en manpower informatique est toujours un petit peu en manque. On est en manque de manpower, comme on dit, et aller chercher des jeunes sur le marché pour les reconvertir à l'informatique nécessitait de passer par la création d'un centre de formation. Et les chiffres démontrent clairement dans notre courbe de croissance l'importance de ce savoir-faire de formation. Ça a été une solution parfaite au développement de nos clients sur l'étranger, par exemple, mais aussi dans nos filiales en province. C'est une expertise, recrutement, formation, ça va un petit peu de pair, qui est la solution, et pas seulement sur les technologies du mainframe, mais pour tous les accompagnements de nos clients dans leurs projets présents et à venir. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de legacy ou de COBOL, aux jeunes devs, c'est pas quelque chose qui les intéresse plus que ça, je présume. C'est évident que les nouvelles générations ne sont pas naturellement enthousiasmées par les technologies du mainframe. Tout le monde aujourd'hui veut faire des sites web et des applications sur smartphone. Mais il reste une demande concrète de notre marché. Et nous avons depuis longtemps réussi à alimenter ce marché à l'aide notamment de notre centre de formation interne, la chaîne Institut. D'accord. Alors, on voit aujourd'hui que IBM fait évoluer régulièrement ses plateformes, hein, donc les fameux systèmes Z, son ZOS, qu'il essaye d'apporter un petit peu d'agilité, d'open source dans ses couches. Comment aujourd'hui une société comme la vôtre regarde ce marché-là? Est-ce que c'est une bonne chose? Ou est-ce qu'au bout du compte, vos clients qui utilisent le COBOL ou le mainframe ou les deux, au bout du compte, restent sur les mêmes assets? Disons que c'est pas facile de prévenir l'avenir, et c'est pas non plus notre rôle. Les clients ont toujours un temps d'avance sur nous, et c'est en s'adaptant rapidement à leurs besoins que nous tirons notre épingle du jeu. Pour preuve, par exemple, le virage vers DB2 sur la partie mainframe, on n'a pas toujours été sur des technologies de base de données relationnelles. On était sur des technologies très différentes dans les années 2000. Et aussi le virage vers Java et .NET qui s'est opéré dans le début des années 2010. Donc, notre rôle, c'est pas d'anticiper les marchés, mais plutôt de commencer à comprendre vers quoi se tournent les clients, et petit à petit, de nous aussi, monter en compétences et de les accompagner. D'accord. Alors aujourd'hui, on voit aussi que une tendance autour du mainframe et de certains assets COBOL surtout, c'est on parle de platforming, on parle de migration, on parle de réécriture. On voit que les gros fournisseurs de cloud parlent de plus en plus de services pour migrer du COBOL. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est une tendance que vous voyez aujourd'hui vraiment, ou est-ce que on est encore un petit peu en avance de phase où les clients ils savent pas vers trop quoi encore aller? C'est encore un petit peu tôt, mais c'est vrai que les offres de migration vers le cloud ne bouleversent pas radicalement notre marché. Le déplacement des ressources, programmes, données, ça ne change pas non plus fortement nos services. Mais les migrations sont quand même susceptibles de nécessiter un nouvel accompagnement de nos clients. Et c'est plutôt à l'élaboration de ces nouvelles offres que nous travaillons.
Car fondamentalement, le développeur COBOL, qui soit en train de développer dans un environnement cloud ou dans un environnement ZOS chez le client, il n'y voit pas beaucoup de différence. En revanche, tout l'environnement externe peut un peu changer, et dans ce domaine-là, il peut y avoir besoin d'un conseil qui porterait donc l'entreprise à créer de nouvelles offres pour aider nos clients justement à se retrouver dans cette configuration-là. D'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est pas quelque chose que vous voyez beaucoup vous-même dans les projets. On ne le voit pas, et même s'il y en avait, elle ne bouleverserait pas radicalement notre proposition client aujourd'hui, puisque on ne serait pas en tout cas sollicité vers la mise en place de ces solutions, vers ces migrations en tant que telles. Mais au contraire, on serait toujours sollicité sur les prestations qui tournent sur le cœur de ce qui a été migré. D'accord. Et aujourd'hui, quand vous voyez des entreprises qui migrent comme ça ou qui réécrivent des services, est-ce qu'on est dans la périphérie ou est-ce qu'on touche au cœur de ces assets-là? Je dirais qu'on est plutôt sur le cœur, parce que le déplacement de ressources, moi j'appelle ça plutôt un déplacement de ressources, parce que c'est par migration, on entend souvent modification de technologie, c'est-à-dire on va passer par exemple de COBOL à Java, et là ça demande des réécritures effectivement. Là c'est un peu différent, ces plateformes, ces clouds dans lesquels on va aller placer des simulateurs de mainframe, ce ne sont pas à proprement parler des migrations. Donc dans ce contexte-là, on n'a pas beaucoup de choses à faire, si ce n'est simplement d'apporter un petit upscale de compétences à nos collaborateurs pour être capables d'évoluer et de développer dans ces environnements-là. D'accord. Très très bien. Écoutez, on va arriver bientôt à la conclusion de notre échange. Aujourd'hui, si des développeurs veulent s'intéresser un petit peu à ce monde-là, qu'est-ce que vous leur conseillez aujourd'hui? Alors, tout dépend si ce sont des développeurs déjà expérimentés ou si ce sont de nouveaux développeurs ou de futurs développeurs. Si ce sont des futurs développeurs, alors évidemment, ils ont dû entendre parler de nous sur beaucoup de médias, puisque nous avons des campagnes de recrutement qui sont aussi bien en France que sur nos filiales à l'étranger. En revanche, si ce sont des développeurs expérimentés, je pense que ce sont des développeurs qui ont déjà pas mal d'expérience, parce que la technologie COBOL a quelques années d'expérience derrière elle. Donc à cela, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner, si ce n'est de continuer à œuvrer pour cette technologie-là, parce qu'elle est loin d'être morte. Elle est encore très, très... elle fait partie un peu du socle des entreprises et du système d'information de nombreuses entreprises, et que justement, on pourrait très bien se retrouver dans une situation de pénurie de cette compétence qu'on a connue déjà sur d'anciennes technologies comme l'assembleur, par exemple, qui a bien sûr fini par sombrer, on va dire, sur la demande client, mais qui a quand même perduré très très longtemps. Et on voit que COBOL, moi je suis arrivé dans le monde du COBOL dans le début des années 80. On me disait déjà qu'il était mort, comme on peut le constater. On s'est un peu trompé dans les prédictions. Et je pense qu'on en est encore loin, car il est porté, bien entendu, par un éditeur comme IBM, mais il y en a d'autres. Et tous les outillages et tous les softwares qui tournent autour, encore aujourd'hui, quand on voit les investissements qui sont faits autour de cette technologie, on est loin de penser que cette technologie va mourir dans peu de temps. D'accord, très très bien. En tout cas, un grand merci à vous, Pascal. En tout cas, j'espère que ça vous a donné des petits éclairages sur ce marché-là, qui reste effectivement très très important. Et si ça vous intéresse effectivement de vous former ou d'aller dans ce genre de projet, n'hésitez pas
à postuler auprès de la société HN Service. Pascal, un grand merci à vous et à très bientôt pour un nouveau podcast, une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir. Au revoir.